Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi. C'est bientôt la fin du No Code Summit, donc on va essayer d'en profiter au maximum jusqu'à la fin de la journée. Ça a été très intense. On a une super table ronde cet après-midi sur un sujet qui est plus que prioritaire, plus que important dans tous les secteurs d'activité, et le no-code a véritablement une opportunité de peser justement pour faire en sorte que cette transition vers des projets à impact social puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que cet après-midi, nous allons avoir une table ronde très riche avec des intervenants qui viennent de secteurs complètement différents. Et ce que je vous propose avant de commencer, c'est de faire un petit tour de table du coup. Fadila. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle Fadila Le Turc et je suis chef de pôle du campus du numérique public, un tout nouveau projet lancé au sein des services de la Première ministre pour créer une université interne à l'État en matière de numérique et rattraper notre retard. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce qu'il faut parler, si on parle fort comme ça, c'est bon? D'accord, peut-être parler un tout petit peu plus. Merci Fadila. Brice. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, Brice Bayard, donc, je suis pilote transition au sein de la Croix-Rouge française. Et dans mon département, du coup, à DSI, il y a la partie développement de nos codes dans mon périmètre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Houssine. Donc, moi, je suis là. J'ai deux casquettes aujourd'hui. La première, fondateur de Winside, un organisme de formation dédié aux demandeurs d'emploi en seconde partie de carrière. Et la deuxième casquette en tant que member board de French Tech Grand Paris. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Larocque, je suis la fondatrice d'une association qui travaille depuis 12 ans sur l'orientation, la formation et l'insertion des femmes actives, majoritairement demandeuses d'emploi dans les métiers numériques et techniques. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Du coup, cet après-midi, nous allons parler du thème de transition technologique et impact social, naviguer dans l'évolution de carrière et l'innovation entrepreneuriale. Et quand on a préparé cette conférence, on a voulu axer le débat, l'échange autour de deux grands thèmes, le no-code, l'entrepreneuriat pour commencer, à quel point le no-code peut venir être une opportunité pour entreprendre et lancer des projets plus facilement, surtout dans l'impact et ce type de secteur. Et dans un deuxième temps, parler plus de tech, diversité et d'inclusion, où le no-code peut être une véritable opportunité justement pour traiter ce sujet extrêmement important. Du coup, sur ce premier thème, le no-code, est-ce une opportunité pour entreprendre différemment? Le no-code, on le sait, c'est un nouveau moyen de développer qui permet d'aller beaucoup plus rapidement, qui permet de rationaliser la ressource, qui permet du coup d'avoir une vraie compétitivité dans l'approche du lancement de projet. Mais c'est aussi une possibilité pour les équipes métiers et pour beaucoup de gens de toucher à la tech alors qu'ils ne le pouvaient pas préalablement. Il y a beaucoup plus une dépendance envers des équipes IT et c'est véritablement un changement, une vraie révolution sur ce point-là. Du coup, Fadila, moi j'ai une première question sur le rapport de l'État avec le no-code dans la conduite de projets numériques. Est-ce que c'est un sujet qui est important pour vous? Important, je ne sais pas. Répandu, je ne sais pas non plus. Mais ça fait 2-3 ans qu'on commence un petit peu à s'intéresser au no-code au sein de l'État. Il faut savoir que, alors moi j'appartiens à la direction interministérielle du numérique, qui est un service du Premier ministre qui anime la stratégie numérique de l'État. Et au sein de chaque ministère, il y a des directions du numérique qui, elles, agissent comme des directions du numérique, mais au regard des politiques publiques qui sont portées par les ministères. À la direction interministérielle du numérique, la thématique du no-code et de l'usage du no-code n'est pas beaucoup répandue. Même si on a un outil auquel vous pouvez avoir accès qui s'appelle l'Observatoire des démarches essentielles. Ce sont les 250 démarches les plus utilisées par les Français pour lesquelles on évalue la qualité de leur dématérialisation en matière de protection des données personnelles, en matière d'accessibilité, de plein de critères de qualité numérique. Et la mise en place de cet observatoire s'appuie sur un outil qui s'appelle Airtable,
et qu'on utilise parce que ça permet à des agents qui travaillent justement sur ces démarches administratives essentielles, qui ne maîtrisent pas forcément bien le numérique, de pouvoir contribuer et collaborer justement au suivi de cette qualité des démarches. Donc pour nous, à la direction interministérielle du numérique, on va dire que le no-code, ça peut être un levier de simplification et d'accès beaucoup plus facile à des outils numériques, à des agents qui doivent suivre des démarches administratives et en rendre compte aux citoyens. Une autre observation que je fais, c'est que pour moi aussi, le no-code au sein de l'administration, ça peut être aussi un levier d'innovation, d'intrapreneuriat. Et là, peut-être vous raconter un petit peu ce que j'ai pu voir lors du plan de relance, numérique. Et parce qu'à l'Adinum, on gérait un fonds qui s'appelait le Fonds d'innovation et de transformation numérique, qui était 1 milliard d'euros dédié à la transformation numérique de l'État. Et on a vu une déferlante de projets arriver. De certaines administrations qui, pour lutter contre le shadow IT, souhaitaient financer des projets de formation, de mise en place de plateformes pour promouvoir le no-code au sein de leur administration. Donc on voit que c'est un sujet émergent. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'État a un positionnement affirmé sur la thématique du no-code, mais on se rend compte que beaucoup d'administrations y voient une belle opportunité de démocratiser le numérique, de le rendre beaucoup plus accessible, de simplifier son accès et de permettre à des agents publics d'innover. Merci Fadila. Emmanuel, vous avez récemment lancé le projet Académie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que c'est lié au no-code. Donc je vais juste rappeler ce qu'on fait. Nous, on développe des programmes pour accompagner les femmes qui vont de l'orientation, donc présenter les métiers, leur permettre de comprendre la pluralité des métiers dans la tech et le numérique. Ensuite, organiser des programmes d'accompagnement et de formation à ces métiers jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc dans notre approche, on n'est pas seulement qu'une école digitale et de formation, on a aussi l'amont et l'aval. Donc on avait besoin de créer une plateforme pour, comme soubassement de nos programmes, pour non seulement mettre en synergie tous les acteurs qui participent à l'accompagnement des femmes, donc ça va des organismes de formation partenaires, de formateurs, de mentors, de professionnels d'entreprise qui viennent soutenir l'action de formation et d'accompagnement, mais aussi nos salariés et les femmes. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle l'Académie, avec 3 grosses briques. Explorer le numérique, s'approprier avec de la partie Learn et la partie Connect sur la partie mentorat. Et pour nous, le no-code, ça répondait à plusieurs besoins. Donc c'est un très très gros projet pour nous, avec un objectif d'accompagner 150 000 femmes. Nous, on est une association avec des budgets extrêmement contraints, avec des fois des visibilités et des projections aussi contraintes sur nos capacités de faire évoluer une solution. Et on a besoin de rapidement apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, toujours dans une logique d'optimisation, mais aussi de service, parce qu'on doit dérouler nos projets très rapidement pour nos partenaires et bien sûr nos équipes. Donc le no-code s'est imposé. Donc là, on développe notre plateforme, d'ailleurs, avec Cube sur Bubble. Et le no-code, je le vois arriver progressivement dans tout l'écosystème entrepreneuriat social et associatif comme étant un peu une solution d'appropriation et de digitalisation la plus rapide, et aussi permettant de d'offrir des services qu'il était encore difficile pour des associations à ressources contraintes de proposer. Les freins sont encore, juste pour expliquer aussi pour nous, les freins sont encore dans la captation des compétences qui en interne pourront continuer, donner une suite pour on va dire les premiers briques de la solution. On voit que sur le marché, donc on sait que le marché est tendu en termes de compétences, mais c'est vrai que toutes les structures qui ont une certaine taille, qui sont en train de créer des services IT ou des équipes tech en interne, voit quand même que là où on arrive à trouver des très bonnes compétences sur les autres métiers à nos niveaux de marché, on n'y arrive pas sur la partie tech. Donc on est toujours extrêmement tendu, et on doit faire en sorte de faire monter en compétences en interne nos équipes pour qu'au final elles puissent faire du pilotage, du product management, et ça peut paraître, enfin on est obligé de former en interne en fait. Voilà, donc sur le no-code, au final, on sent qu'on a plus d'espace pour le faire que sur d'autres approches.
Houssine, en quoi le no-code est venu impacter vos projets associatifs dans leur diversité, que ce soit sur Winside ou French Tech Grand Paris? Alors, pour rappel, donc, Winside, c'est un OF qui se dédie aux demandeurs et demandeuses d'emploi en seconde partie de carrière. Et après avoir formé l'ensemble de nos apprenantes, notamment dans un programme qui s'appelle Nos Codeuses, on vient aider des associations qui sont en carence digitale. En fait, ces associations sont remplies de bonne volonté, sont alignées avec leur mission, mais pour rejoindre le constat qui a été fait par Emmanuel, elles n'ont pas toujours les moyens de s'équiper. Et c'est ce qui fait qu'au fil de l'eau, ces associations peuvent venir péricliter et s'essouffler. Et à travers notre programme Nos Codeuses, on vient appuyer ces associations de par les nouvelles compétences acquises par nos apprenantes pendant une période de 3 semaines. On va apporter une vue un peu plus haute pour les associations en faisant une passe de design thinking pour comprendre l'ensemble des parties prenantes, les personas, et surtout la problématique principale. Et suite à cela, grâce aux compétences acquises, ces no-codeuses vont produire une solution digitale de par des solutions comme Airtable, Glide, de l'automatisation en passant par Make ou Zapier, afin d'apporter vraiment cette solution et au-delà de ça, apporter une conduite de changement auprès de ces associations. Parce qu'après, il y a un kit de passation qui est fait sur Notion et ça va amener en fait l'association à s'accaparer l'outil. C'est pas seulement livrer un outil, mais c'est rendre responsables ces associations de leur révolution digitale. Ça, c'est pour le côté Winside. À côté de ça, il y a énormément de structures. Je pense à des initiatives comme le groupe SOS avec la branche Pulse. Pulse, c'est un studio d'innovation qui se dédie à l'impact social et qui fait appel à nos services pour aider des structures ESS à s'équiper, à se digitaliser et ainsi aller plus loin dans leur mission. Je pense aussi à No Code for Good qui fait du pro bono, qui propose des freelances en pro bono pour l'univers associatif. Donc le No Code en soi, c'est une réponse idéale pour les associations pour pouvoir ne serait-ce que s'équiper, matérialiser un cahier des charges et pourquoi pas plus tard faire appel à une structure pour réellement s'équiper et consolider la solution qui a été pointée en amont de par le no-code. On parle de solutions digitales. Du coup, Brice, ça me fait penser au hackathon du No Code Summit qui avait lieu ce week-end. Comment s'est passée la compétition et en quoi le no-code, selon vous, peut favoriser les lancements de projets à impact, surtout chez la Croix-Rouge? Eh ben, effectivement, on a pu participer grâce au No Code Summit au hackathon. Les résultats seront ce soir à 17h. On ne va pas trop en dire, il y en a dans la salle par là. Ça s'est très très bien passé, très enrichissant. Et c'était l'occasion pour nous de mettre 2 projets qu'on avait initiés mais qu'on n'avait pas été plus loin. Et donc le no-code permet de lancer ces projets-là, nous permettant de faciliter le quotidien de nos personnels sur le terrain et boucher des trous dans la raquette. On a beaucoup de SI à la Croix-Rouge, beaucoup d'applicatifs, énormément. Mais chacun fait sa petite truc spécial et ça ne répond pas toujours à la réalité du terrain. Et le no-code, du coup, s'intègre à ça. Plus on est capable de faciliter la vie de nos salariés, de nos bénévoles sur le terrain, plus ils peuvent se consacrer directement aux bénéficiaires et aux personnes qu'on accompagne. Merci beaucoup. Ça nous permet de faire une belle transition vers le deuxième sujet de la conférence, si la slide veut bien passer, à parler également de diversité et d'inclusion, parce que si le no-code est plus accessible, notamment à des métiers et des profils qui ne venaient pas forcément de la tech, se pose du coup la question d'une diversité de profils qui est beaucoup plus importante, et surtout de comment est-ce qu'on va faire pour renforcer l'inclusion justement de ces différents profils, notamment la place des seniors et des femmes dans la tech. Fadila, vous êtes chef de pôle du campus du numérique auprès de la Première ministre. Pouvez-vous nous présenter l'initiative qui est assez récente au final et nous dire en quoi le no-code fait partie des nouvelles compétences identifiées pour former vos agents publics? Donc le campus du numérique public, il a 2 mois. 2 mois pourquoi? Parce que la direction interministérielle du numérique a souhaité développer une nouvelle stratégie pour le numérique de l'État et a souhaité se doter surtout d'une DRH de la filière numérique.
parce qu'on se rend compte que l'État n'est pas du tout compétitif par rapport au privé pour recruter des talents numériques. Donc on a une vraie nécessité de rénover toutes les politiques RH pour cette filière-là et vraiment faire un pas de côté par rapport à ce qui se fait pour des agents contractuels ou des fonctionnaires sur d'autres filières. Donc, on s'est doté d'une DRH de la filière numérique. Dans cette DRH, on va avoir un pôle dédié à l'attractivité, un pôle dédié à la fidélisation, notamment à la création de corps dédiés au métier du numérique, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle aussi on a du mal à recruter des fonctionnaires dans la filière tech. Et on a souhaité lancer un campus du numérique public parce qu'on s'est aperçu que les ministères étaient un peu démunis dans la constitution de catalogues de formation, par exemple, à destination de leurs agents tech comme non tech pour pouvoir les former. On a un baromètre qu'on lance annuellement qui s'appelle le baromètre numérique de l'agent public, lors duquel on a plus de 600 000 agents de la fonction publique d'État qui nous répondent. Et tous les ans, depuis 3 ans, on a 50% des agents de la fonction publique d'État qui expriment ne pas être à niveau en matière du numérique et nécessiter une formation au numérique. Donc les constats, c'est bien. Maintenant, il faut passer à l'action et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce campus du numérique qui va s'adresser d'abord aux agents de la filière tech en leur permettant d'avoir accès à un catalogue de formation pour développer leur expertise, voire en acquérir de nouvelles. Ensuite, à tous les agents publics en leur permettant déjà de passer l'évaluation PIX. Typiquement, PIX, c'est un produit de l'État qui est sorti de l'État. C'est l'évaluation des compétences numériques. Et aujourd'hui, nous, Direction interministérielle du numérique, on est en incapacité d'avoir la photographie des compétences numériques dans l'État. Donc, il va y avoir une annonce très bientôt. Et l'idée, c'est de déployer PIX auprès de tous les agents de la fonction publique pour savoir où on en est et ensuite mettre en face des parcours de formation adéquats. Une autre cible, ça va être les cadres dirigeants et supérieurs de l'État. Cible très très importante. Je pense que vous avez vu l'année dernière des annonces qui ont été faites autour d'une formation sur la transition écologique auprès des cadres dirigeants et supérieurs de l'État. On va faire la même chose pour les cadres dirigeants de l'État sur le numérique. On veut même aller plus loin, avoir un vrai cycle du numérique qui puisse mettre en interaction et en contact des dirigeants publics et des dirigeants du privé. Parce que le niveau aussi des dirigeants, il est insuffisant par rapport aux enjeux qui nous attendent en matière de numérique. Donc ça, c'est un petit peu la cible de ce campus. Et on a un fort engagement de départ autour des questions de diversité. Parce que l'une des commandes qu'on a eues en créant ce campus, une commande politique, ça a été de penser à des parcours de reconversion pour avoir plus de femmes dans la filière numérique de l'État. Aujourd'hui, on compte à peu près, parce que les chiffres ne sont jamais très fiables, on a vraiment du mal à récupérer de la data et à faire des analytiques RH au sein de l'État, de par la diversité des ministères, de par leur structuration RH qui est très différente. Donc on peine à le faire, donc la DRH du numérique va nous permettre de le faire à l'avenir, mais aujourd'hui on dit qu'il y a 30% de femmes dans la filière numérique de l'État. Mais dedans, on inclut des femmes dans les fonctions support, par exemple, qui peuvent être dans des directions du numérique, mais sur des thématiques RH ou des thématiques logistiques. Donc, c'est pas du tout fiable pour cartographier la place des femmes. Donc, on a un fort engagement aujourd'hui, c'est de se dire que les futurs parcours de reconversion qu'on lancera, on donnera une place privilégiée aux femmes. Donc, ça, c'est vraiment on va dire une priorité du campus. Et à côté de ça, ça fait quand même longtemps que la DILUM est investie sur ce sujet parce qu'on a plusieurs programmes dédiés aux femmes, des programmes de coaching dédiés aux femmes de la filière numérique. On a un programme qui s'appelle ADA qui se conduit annuellement. C'est 6 mois de coaching et d'accompagnement des femmes dans une posture qui appartiennent à la filière du numérique dans une posture de leadership, mais on veut aller vraiment plus loin. Donc là, l'idée, c'est de profiter du campus et aussi du fonds de transformation de l'action publique de 2 millions d'euros pour investir dans la formation des femmes et leur mise en lumière dans la filière tech. Oussine, je crois que vous souhaitiez mettre en lumière le parcours de Karine et de Johanna. Karine, en quoi le no-code a impacté, changé sa vie, si on peut dire ça. Et Johanna qui a été sélectionnée pour le programme French Tech Tremplin, du coup. Donc, exactement. Si vous voulez bien nous rejoindre. Et nous dire quelques mots sur en quoi le no-code a pu impacter votre vie.
Karine en particulier, si vous voulez commencer. Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de participer à votre table ronde. Et puis, le no-code, moi je suis tombé dessus par hasard, grâce à Ossine et à Winsign notamment. Ça a révélé en moi mon appétence pour tout ce qui était tech et data. Et depuis, je fais de la formation, je fais du mentorat, je fais de la facilitation et en plus j'ai structuré ma propre société avec le no-code, voilà, tout simplement. Ce qui serait intéressant, c'est... Ouais, déjà, on peut applaudir. Juste un instant, Karine. Auparavant, qu'est-ce que tu faisais avant Vous voulez connaître mon parcours avant? Ok, alors, 3 temps d'abord. J'ai commencé par être dans tout ce qui est supply chain. J'ai continué par un petit tour dans le milieu du métier de la nuit parisienne. Et j'ai terminé dans la restauration. Voilà. Et là, je co-gère une cave à vin partagée, montée, développée et animée en no-code. Merci Karine. De rien. Merci. Et évidemment, je participe aux formations avec Winsight pour les no-codeuses. Bonjour à tous, mon nom c'est Johanna, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais témoigner, je vais parler de mon parcours entrepreneurial. J'avais une idée d'application mobile et pendant 2 ans, je cherchais un CTO pour pouvoir la développer parce que je pensais toujours à développer avec le code classique. Je ne l'ai pas trouvé et au bout de 2 ans, j'ai entendu parler du no-code. Et la seule plateforme sur laquelle je pouvais faire mon application native, c'était Adalo. Et comment j'ai commencé? Je suivais les cours en ligne sur l'académie Adalo. Je mettais pause et j'allais directement dans la place, dans mon dashboard pour développer l'application. Donc ça m'a pris du temps parce que je ne savais pas qu'il y avait des écoles qui formaient au no-code, etc. J'aurais bien aimé intégrer une telle école. Aujourd'hui, l'application Lookaround, c'est une application qui permet, qui révèle les profils professionnels des participants à des événements comme celui-ci, par exemple. Elle est sur les stores, sur les 2 stores. Et j'ai été sélectionnée pour intégrer French Tech Tremplin. Merci à toutes les deux. Moi, je voulais juste compléter ce que vous avez dit il y a quelques minutes, Fadila. C'était au niveau de la reconversion et des sujets no-code. Je pense qu'il est très important de capitaliser sur l'actif professionnel des personnes qui vont être amenées à se reconvertir et d'y venir adosser en fait des compétences no-code afin de construire un nouveau projet professionnel en adéquation avec les personnes. Tout le monde n'a pas vocation à devenir maker, à passer 6 heures derrière un ordinateur pour produire des solutions, mais en revanche, y venir adosser des outils, des méthodologies de projet pour venir en fait faciliter et construire, designer un nouveau projet professionnel, je trouve que le no-code répond complètement à ce besoin. C'est juste pour compléter ce que vous veniez de dire. Merci Oussine. Et merci Karine, merci Johanna pour vos témoignages. Emmanuel, selon vous, comment la filière no-code peut nativement se structurer en fait pour intégrer la mixité un peu dans sa culture? Très bonne question. Le no-code est en train d'émerger et c'est un moment crucial justement pour ne pas reproduire les erreurs qui se sont produites dans les autres filières de la tech et sur lequel on n'arrive pas aujourd'hui à rattraper le retard. Donc la première chose, c'est voilà, l'état de l'art, où on en est. On a parlé de 30% des femmes dans le numérique, dans la fonction publique. C'est le numérique au global. Tout ce qui est fonction support intégré, on plafonne vraiment à 18% sur les métiers tech. Faut quand même comprendre qu'il y a moins de 40 ans de ça, on était à 50% pratiquement. Donc on est toujours sur une pente glissante et pour plusieurs raisons. On a fait une étude avec Kantar et Numéum l'année dernière sur l'appréciation des entreprises et leur appétence pour faire rentrer les femmes
par la reconversion professionnelle, qui est pour nous un pari, c'est-à-dire que voilà, la formation initiale c'est super, mais tant qu'il n'y a pas de femmes dans l'industrie, ça va être compliqué de transformer l'essai. Et les résultats de cette étude, c'est on est complètement ouvert à le faire, on cherche désespérément à le faire, mais nos process ne changent pas en interne. Donc en fait, on est encore dans l'incantation. Hein, on pense qu'il y a un petit dieu ou une déesse qui va apparaître et qui fera changer les choses. Je le dis vraiment parce que la responsabilité de la diversité, de l'inclusion dans le numérique, c'est chacun d'entre nous, dans nos actions, à la fois les plus bénignes, c'est-à-dire quand on va rencontrer des gens pour un entretien et ne pas donner un poste tant qu'on n'a pas vu une femme ou un et une senior ou un et une personne qui se dit en situation de handicap en fonction des priorités qu'on s'est fixées. Mais ça ne peut passer que par là. Donc c'est du comportement, du micro-comportement, jusqu'à bien sûr la structuration de la filière. Donc je vous le dis parce qu'en fait, j'en appelle vraiment à votre envie et à votre à la façon dont vous allez pousser le sujet dans vos organisations. Donc les leviers de changement concrètement, et le no-code peut vraiment du coup s'en imprégner totalement, c'est de la proactivité vers les jeunes, mais aussi vers les acteurs et les actifs. Donc la proactivité, ça veut dire inviter des gens qui n'ont rien à voir avec le no-code ici, en parler sur tous les stands et interpeller au quotidien la famille, les amis ou les gens qui travaillent dans d'autres secteurs en disant « Est-ce que tu as pensé à ça, ça te concerne ?» Le no-code, il y aura des professionnels et il y aura tous les salariés qui seront formés. Donc je pense que ça c'est important. Sur ce sujet, il y a une politique qui a été lancée qui s'appelle la Tech pour toutes, sous l'initiative de Elisabeth Borne, pour former 10 000 femmes, 10 000 étudiantes par an à rentrer sur les sujets du développement. Quand on sait qu'il y a 400 000 emplois qui vont être créés d'ici 2030, ce n'est pas suffisant, c'est un début, mais c'est pour montrer la voie. Nous, on porte un projet qui s'appelle FEMA, Féminisons la métier d'avenir, où on veut former 15 000 femmes en reconversion à des métiers numériques appliqués à des filières stratégiques, la cybersécurité, la construction, l'industrie. Donc il faut aussi passer sur cette logique de maintenant, il faut aller chercher les gens sur leur métier. Il faut aller chercher les gens sur des choses qu'ils connaissent. Ils sont diplômés d'immobilier. Ensuite, il faut les former à ces métiers-là. Et le no-code le permet. Donc cette partie-là, attractivité. Il y a la dimension changement des pratiques des recruteurs. Aujourd'hui, la double peine sur la reconversion, c'est pas le fait d'apprendre un nouveau métier technique, ça c'est la première difficulté, mais la deuxième difficulté, c'est qu'on n'a pas le bon diplôme. En France, on reste sur le diplôme. Et là, c'est, enfin, entre guillemets, collectivement, on perd énormément de capacité à répondre à toutes vos idées, à l'innovation qu'on a envie de véhiculer dans ce pays. Donc la reconversion professionnelle, ça veut dire, je ne dis pas abat la formation initiale, je dis juste qu'il va falloir qu'on change notre mindset de recrutement. On ne peut pas recruter des gens qui arrivent sur un diplôme de Polytechnique. Moi, des fois, on me pose cette question. Est-ce que vous avez des ingénieurs en informatique? Non. Je ne sers pas à ça, moi. Moi, je comble un trou là où, justement, il n'y en a pas. Donc, vraiment, ça veut dire changer notre recrutement par CV. Vraiment. Et la dernière chose, et là, je vais être très provocatrice, notamment vis-à-vis de toi, Pierre, c'est que si on veut que nativement ça se passe, ça veut dire qu'il faut structurer la gouvernance de la filière pour qu'il y ait des femmes. Je suis désolée, il n'y a pas 50% de speakers femmes ici. Ne me dites pas qu'on ne les trouve pas, parce que ça, je l'entends depuis 25 ans. Quand on va les chercher, on les trouve. Il faut leur donner de la place. Donc ici, pour l'instant, on n'y est pas. Quand je vois le bureau du syndicat, dont je ne vais pas écrire SFPN, il n'y a que des hommes. Ça ne va pas du tout, c'est-à-dire que dans l'écriture de vos statuts, vous n'avez pas conçu des statuts paritaires. Et là, ça ne passera que par ça. Il faut que ça soit écrit juridiquement pour qu'on ne puisse pas passer à côté. Voilà. Il n'y a que ça qui marche. D'accord ? Sinon, après, on va être obligé de mettre en place des quotas. Ça n'intéresse personne. Voilà. Merci Emmanuel. C'est très bien de parler de ce point parce que c'était un vrai sujet et ça a été franchement assez triste de voir qu'on avait un conseil d'administration de 12 personnes, pas une femme. Pas une femme, et dans le syndicat, qui est un syndicat de 46 entreprises, aujourd'hui il a 2 ans, donc il est très jeune. Quand on a fait justement l'Assemblée Générale en début d'année, on était tous autour de la table. Déjà, il y avait très peu de femmes autour de la table.
Et le peu de femmes qu'il y avait n'avaient pas forcément envie de faire partie du conseil d'administration. Et du coup, c'est posé cette question, est-ce qu'on vous force, entre guillemets, structurellement à faire partie, ou on laisse la possibilité, on a préféré laisser la possibilité, mais du coup, on est arrivé à une conclusion où on n'avait pas une seule femme. Et donc, c'est un vrai problème. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça parce qu'en fait, aujourd'hui, la question de la mixité des femmes vers les hommes ou les hommes vers les femmes, tous les secteurs l'ont connu, d'accord ? On est passé progressivement à pas de femmes en biologie, à beaucoup de femmes en biologie, pas de femmes en chimie, à beaucoup de femmes en chimie, et tutti quanti. Donc ça veut dire aujourd'hui, tu peux prendre quand même les bonnes pratiques d'autres filières, et en effet, si tu crées le cadre, je passe par exemple Mouvement Impact France. Le Mouvement Impact France, la gouvernance, elle est mixte, parce que les statuts indiquent que quoi qu'il arrive, il y aura des femmes. Donc ça veut dire que c'est pas on contraint, on contraint pas, c'est on se crée les conditions où ça ne soit pas un sujet. Structurellement. Je suis désolée, ça sert à ça, un cadre de travail. Et là, pour le coup, vous devez vous réformer maintenant, pas dans 10 ans. Maintenant. Merci en tout cas. Merci. Sur cette même ligne des actions, on en parlait, Brice, un peu rapidement tout à l'heure par rapport à vos DSI. Vous avez mis en place justement des actions concrètes pour renforcer justement ce sujet également. Vous vouliez témoigner ? Ouais, au niveau de l'inclusion, alors c'est un petit peu différent chez nous, mais on a créé une communauté de développeurs composée de bénévoles ou de salariés qui, mieux que les acteurs de terrain, peuvent répondre eux-mêmes à leurs besoins. Et donc c'est ouvert à n'importe quel bénévole salarié qui ait des diplômes ou pas. Il a une appétence, ils ont des idées, on les intègre dans une communauté et de là ils peuvent participer à développer leurs propres idées et participer au développement des idées et l'élaboration des applications pour les autres directions et les autres filières métiers chez nous. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui passe, je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions potentiellement, donc n'hésitez pas à poser des questions. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu à mes différentes questions et voilà, la première est toujours la plus dure. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour à vous et merci pour vos différentes interventions. Donc moi je suis CEO d'une agence qui s'appelle Support Asso. On accompagne le développement des associations par le conseil, la formation et la gestion. On travaille beaucoup sur tout ce qui est élaboration et mise en œuvre de projets à impact. Et souvent, quand on arrive en fin de parcours d'élaboration et de structuration, on propose aux assos de basculer sur d'autres structures pour les accompagner sur la mise en œuvre technologique de leur projet. Mais souvent là, elles se disent non, c'est bon, il n'y a pas besoin, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et comment vous faites pour les sensibiliser et qu'elles passent le cap de dire on va investir sur la technologie pour gagner du temps mais aussi de l'argent ? Déjà, ça passe par un bon MVP. Je sais pas, j'ai pas bien saisi à quel stade vous vous arrêtez. Vous arrêtez au cahier des charges ou vous livrez vraiment une solution ? La solution est livrée ? Non, on s'arrête au cahier des charges. Ensuite, on passe par une autre structure, soit pour la construire et la livrer, et on peut quand même continuer à rester en mode chef de projet pour la structure, tout en déléguant la production. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est soit te rapprocher vers des structures comme la nôtre, où typiquement tu vas avoir des apprenantes qui ont été formées aux outils no-code et aux méthodos et qui vont pouvoir mettre en application ton cahier des charges, ou alors à te retourner et à parler à la personne derrière toi qui est, je crois, le représentant de No Code for Good et qui sera ravi de travailler avec toi et de pouvoir mettre en application le cahier des charges que tu as produit. Mais il existe pléthore de solutions. Il faut savoir aussi que la communauté no-code, c'est une communauté... je ne vais pas dire soudée parce que je ne la connais pas dans son intégralité, mais une communauté qui est amenée à céder. Étant donné que c'est quelque chose de très mouvant, il y a beaucoup de features, il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer sur les outils, tu peux trouver pléthore de solutions et de ressources sur ces sujets-là, notamment sur les sujets associatifs. D'autres questions ? Merci. C'est une question pour Emmanuel, mais peut-être pour l'ensemble. C'est comment on est arrivé là, au fait qu'il n'y a pas de femmes dans la tech pour les métiers technologiques? Parce que moi, je suis designer, donc je travaille souvent avec des services communication, des services publics comme des entreprises privées. Et je travaille très souvent avec des femmes
dans les services communication, effectivement, il y en a beaucoup. Mais effectivement, quand ça arrive à la tech, là, il n'y a que des hommes, des développeurs, c'est des hommes, les gens qui développent et qui sont proches de ces sujets et qui aiment ces sujets-là aussi. C'est souvent des hommes. Mais comment on est arrivé là? D'où vient cette différence? Alors je trouve que, merci pour votre question, c'est intéressant de la poser comme ça, c'est-à-dire il y a des hommes qui aiment la tech, et donc je vais rebondir là-dessus en disant que le désir est social. Donc à partir du moment où on a dit les hommes aiment la tech, on leur a proposé de la tech. À partir du moment où on a dit les femmes n'aiment pas la tech, elles n'aiment pas les gadgets, elles n'aiment pas les jeux vidéo, on ne leur a rien proposé. Et c'est ça qui est important, c'est dire qu'il y a plein de pays du monde où il y a beaucoup de femmes dans la tech. Toute la plateforme asiatique, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, les pays du nord du Maghreb, un certain nombre de pays du bloc soviétique. On éduquait les filles à la tech, on leur disait qu'elles avaient une place, que c'était des endroits créatifs où on pouvait avoir beaucoup d'impact et que c'était compatible aussi avec une vie personnelle. Voilà. Un discours qu'on essaye d'inscrire maintenant aujourd'hui dans les pays occidentaux qui ont pris du retard. Donc, juste la petite histoire, c'est très rapidement, c'est Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'hommes, on va chercher les femmes. Elles créent les premiers grands ordinateurs, les premiers logiciels, et puis au fur et à mesure, on les fait venir parce qu'elles ont des compétences en tricot, elles ont des compétences pour faire des cross puzzles, je sais plus comment, crosswords, et c'est ça qu'on va chercher comme compétences. Et dans tous les magazines féminins, on dit vous êtes une femme, vous étiez secrétaire ou vous occupez des enfants, maintenant venez faire du développement, venez dans la tech. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc au début, beaucoup de femmes. Puis la filière est devenue plus prestigieuse, il y a eu plus d'argent, la micro-informatique est arrivée dans les foyers, les jeux vidéo sont arrivés dans les foyers, les grands industriels se sont dit « mais à qui on va proposer ça? On va proposer ça aux garçons ». Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait basculer l'industrie qui après s'est structurée et a fait un petit persona de qui est-ce qu'on va recruter? On va recruter un homme. Je vais pas vous donner des éléments un petit peu plus, insidieux sur la poussée vers l'extérieur des entreprises des femmes de la tech, parce qu'il y a eu tout un mouvement de poussée vers l'extérieur, c'est-à-dire les femmes qui étaient, elles ont dû se mettre à leur compte, les développeuses étaient à leur compte, et puis progressivement, voilà, elles ont disparu. Et donc on l'a pu retrouver comme directrice de DSI, etc. Donc nous, on a créé un MOOC qui s'appelle « Recruter des femmes dans la tech ». Vous pouvez les chercher sur notre site un peu partout, « Recruter des femmes dans la tech ». Et il y a tout un petit module qui dure 10 minutes qui explique justement comment on a construit une industrie qui pourtant avait les bonnes bases pour exclure les femmes. Je reviens sur cette question de la gouvernance. Si on veut des femmes, il faudra qu'il y en ait au pouvoir de cette industrie. À partir du moment où on structure une industrie et on ne crée pas les conditions pour qu'il y ait des femmes, elles vont disparaître. Voilà. Et on le voit en politique, on le voit dans tous les secteurs. Donc c'est vraiment fondamental de se dire, si on veut des femmes, il faudrait qu'elles aient du pouvoir, donc qu'elles soient au syndicat. Je le redis parce qu'on va pleurer dans 10 ans, j'aurai le même discours et j'aurai toujours la même verve pour encourager un changement. Mais là, on est en train, malheureusement, de louper un cap dans le no-code où on aurait pu être exemplaire. Voilà. Ce n'est pas trop tard. Et tu vas changer les choses, Pierre. Je le sais. Pierre. Sinon, on a une petite vidéo aussi, une petite campagne. Je sais. Ah, d'accord. Je vous laisse vous présenter. Je pense qu'il faut me Emmanuel, peut-être présenter la vidéo. Ah oui. Il ne faudra pas dire à mon coach sportif, mais je suis junk food. Là, il n'y a pas l'image. On voit pas les images. Mais peut-être juste avant. Ouais. Je vais juste introduire. Donc, on a eu une opportunité incroyable de travailler avec le service d'information du gouvernement qui menait des campagnes justement sur la mixité des métiers, sur tout un tas de métiers, et qui a souhaité faire une petite vidéo de sensibilisation vers les femmes, un peu avec des profils de femmes assez différents. Et on s'est dit, on a travaillé avec une super agence qui s'appelle Malmö Productions pour essayer justement de se dire comment on pourrait parler aux femmes différemment pour leur donner envie de venir dans cette industrie. Et donc, grâce au service d'information du gouvernement, on a pu communiquer largement, notamment sur les réseaux sociaux avec cette petite vidéo.
pour votre candidature. Je vous laisse vous présenter. Je pense qu'il faut me prendre pour ce poste parce que je suis quelqu'un d'hyper dynamique. Faudra pas le dire à mon coach sportif, mais je suis junk food. J'aime bien mon travail, je suis assidue. J'écoute de la K-pop et je danse sur de la K-pop. On va dire que j'ai une bonne organisation. J'aime bien jouer au Monopoly, mais je suis trop tricheuse pour ça. Je pense qu'on peut tout à fait dire que je suis une personne passionnée. Donc en fait, je fais de la brioche nature au chocolat. Je suis très pédagogue. Et c'est pour ça que je suis devenue développeuse. Ça fait 3 ans que je travaille dans la cybersécurité. Ça fait 4 ans que je suis data analyst. Je suis technicienne d'assistance informatique. Je suis développeuse full stack depuis 4 ans. Vous vous attendiez à quoi? On a toute une tête à travailler dans la tech. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on peut terminer la conférence sur cette très belle vidéo. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vraiment. pour l'invitation. Merci Pierre. Thank you.